Cette vidéo est sponsorisée par Displate. C'est un site de posters en métal très résistant et amovible pour changer à volonté de design. Sur leur site, vous trouverez plus d'1 million de designs imprimés, dont des officiels de la NASA, de Star Wars et plein d'autres licences. J'y ai également ma propre boutique où vous pourrez trouver mes plus belles photos d'aviation, de parachutisme et d'astrophotographie. Bref, on en reparle en fin de vidéo. Il est l'avion de tous les fantasmes. Et pour cause, beaucoup de secrets entourent ce Boeing 747 aux couleurs de la présidence américaine. Aujourd'hui, on se penche sur l'histoire d'Air Force One, l'avion du président des États-Unis. L'histoire d'Air Force One trouve son origine dans les débuts même de l'aviation. Au début du XXe siècle, Theodore Roosevelt surveille de très près les travaux des frères Wright. Il voit toutes les opportunités que peut amener ce futur moyen de transport, en plus de développer sa propre envie de voler. Il n'est plus président des États-Unis quand il se rend sur le terrain de Kinloch en 1910 et fait son premier vol sur un Wright type B piloté par Ark Oxy. Mais même s'il n'est plus au pouvoir, il devient officiellement le premier président à voler en avion. Après ce vol, aucun de ses successeurs des années 1910 et 1920 ne porteront le même intérêt que lui pour l'aviation. Il faudra attendre les années 30 pour qu'un autre président en devenir, et un autre Roosevelt, ne prennent la place dans un aéronef. En 1932, Franklin Delano Roosevelt, alors en campagne, qui le mènera d'ailleurs à la présidence l'année suivante, réalise un vol d'Albany à Chicago dans un Ford Trimotor de la jeune compagnie aérienne American Airways, aujourd'hui connue sous le nom d'American Airlines. L'aviation devenant de plus en plus sûre, il devient évident qu'il va devenir un moyen de transport présidentiel pour Franklin Roosevelt à son arrivée au pouvoir. Il faut dire que jusque-là, les présidents américains avaient à leur disposition des trains et des navires qui leur étaient spécialement attribués lors des longs voyages, comme le célèbre USS Mayflower de Theodore Roosevelt. Le premier avion officiellement présidentiel ne va pour autant jamais transporter le président. C'est un Douglas RD-2 Dolphin, un avion amphibie, qui sera assigné au transport de courriers et d'invités jusqu'au yacht présidentiel, mais jamais le président lui-même. Il avait également à sa disposition un Curtiss Condor qu'il n'a jamais utilisé, et le plus connu des trois, le Guess Where To, une version civile du B-24 Liberator qui a notamment transporté des sénateurs, mais aussi la première dame, mais jamais le président, même si c'était officiellement son but. Le problème du Guess Where To, c'est que son aspect de bombardier pouvait faire porter un risque au président, puisqu'il aurait pu être pris pour un assaillant et abattu dans le ciel d'un pays étranger. Franklin Roosevelt préférera utiliser des avions de transport pour la plupart civils, appartenant à des compagnies aériennes, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le plus connu d'entre eux sera le Dixie Clipper, un avion civil de la Pan Am, avec lequel il se rendra en 1943 à la conférence de Casablanca. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir apparaître un avion présidentiel dédié, le Sacred Cow, un Douglas C-54 modifié spécialement pour le président. Pour faire de cet avion présidentiel un havre de confort et de sécurité, d'importantes modifications sont apportées sur ce qui fut autrefois un C-54 Skymaster. On installe des hublots pare-balles, on aménage un canapé-lit et un salon confortable, et évidemment, on met des broderies et des argenteries luxueuses. Mais le plus important aspect de cet avion est l'ascenseur. Atteint d'un syndrome de Guillain-Barré, qu'on croit être une poliomyélite à son époque, le président Roosevelt a perdu l'usage de ses jambes. Évoluant en fauteuil roulant, il ne peut donc pas monter dans cet avion sans assistance. Il n'est cependant pas possible d'envisager de construire une rampe lisse spéciale comme lors de ses vols dans les autres avions, car on pense que l'installation de ces rampes sur un aéroport trahit l'arrivée du président, ce qui peut poser un problème de sécurité. On installe donc un ascenseur électrique sous le fuselage, capable d'installer le président en fauteuil roulant sans effort. Malheureusement, cette installation complexe ne servira qu'une fois pour Roosevelt, qui n'effectuera qu'un seul voyage avec le Sacred Cow. Mais quel voyage! La conférence de Yalta. Malheureusement, il décède 2 mois plus tard, mais ce n'est pas pour autant la fin du Sacred Cow. Il sera utilisé par le successeur de Roosevelt, Harry Truman. Le président va l'utiliser très régulièrement pendant 2 ans, y compris pour des vols locaux aux États-Unis.
Après 1947, l'avion sera transféré et opérera des vols pour les VIP de l'Air Force. Il est aujourd'hui exposé avec l'ascenseur de Roosevelt au musée de l'Air Force à Dayton, dans l'Ohio. Après la mort de Roosevelt, et tandis que le président Truman fait ses premiers vols dans le Sacred Cow, les forces armées réfléchissent à un nouvel avion dédié au président. Douglas produit pour l'Air Force le successeur du C-54, ce qui donne en version civile le DC-6, et pour l'Air Force le C-118. C'est sur cette base que le nouvel avion présidentiel voit le jour, le VC-118, baptisé Indépendance. La technologie progressant, il est doté d'un radar météo et un radar d'altitude, d'un autopilote et un plus long rayon d'action que le Sacred Cow. En plus d'un aménagement confortable comme celui de son prédécesseur, l'Indépendance se voit décorée d'une tête d'aigle sur l'avant de son fuselage et du sceau de la présidence à l'intérieur. Il sera utilisé par le président Truman de 1947 à 1953. Après quelques autres années à transporter des VIP de l'Air Force, il est, comme le Sacred Cow, aujourd'hui visitable au musée de l'Air Force à Dayton. En 1953, Dwight Eisenhower devient président des États-Unis. Titulaire d'une licence de pilote, il désire acquérir un nouvel avion présidentiel. À son arrivée au pouvoir, il choisit d'utiliser un Lockheed C-121A Constellation que sa femme baptise Columbine 2 en référence à la fleur emblématique du Colorado, son état de naissance. L'indicatif radio de Columbine 2 est Air Force 610, mais un incident va faire entrer les avions présidentiels dans la légende. Un jour où Air Force 610 volait au-dessus de la Floride, il entra dans un espace aérien où se trouvait le vol Eastern Airlines 610. Le risque de confusion par les contrôleurs étant élevé, il fallait trouver un nouvel indicatif unique qui permettrait rapidement aux contrôleurs d'identifier que l'avion en question avait le président à son bord, et donc devait avoir la priorité absolue dans le ciel. Columbine 2 devint alors le premier avion présidentiel à obtenir l'indicatif radio Air Force One. Mais la carrière de cet avion ne durera pas. En 1954, Eisenhower passe sur un Super Constellation, plus moderne, qu'il nomme logiquement Columbine 3. Cette fois, l'avion va servir au président pendant 6 ans, avant l'arrivée de la nouvelle technologie de propulsion de grands avions, le moteur à réaction. Tandis qu'Eisenhower est toujours président, l'armée américaine fait l'acquisition de plusieurs avions à réaction pour du transport et des ravitailleurs. 3 VC-137, basés sur les Boeing 707, vont alors servir au transport présidentiel sans pour autant être dédiés à cette tâche uniquement. L'un d'eux, nommé Queenie, réalisera le premier vol d'un président dans un avion à réaction. Ce sera le vol d'Eisenhower en mai 1959 vers l'Allemagne de l'Ouest pour rencontrer le chancelier Konrad Adenauer. Lorsque le président est à bord, et uniquement dans ce cas, l'indicatif Air Force One est utilisé, même si l'avion n'est pas un avion présidentiel. Mais à l'époque, cet indicatif n'a pas encore la notoriété qu'il a aujourd'hui. En mai 1960, le capitaine John Darr servait dans la 99e unité de bombardement, dotée de B-52, quand il fut témoin de quelque chose d'un peu cocasse. Au contrôle militaire, nous avions 5 rangs de priorité. Le rang 5, c'était les vols militaires de routine, 4 pour les missions un peu importantes, le rang 3 pour des urgences ou des ravitaillements en vol, et le rang 2 pour les VIP et les missions de haute importance. Le niveau 1 n'était jamais utilisé. Un jour, on devait diriger la mission de 2 de nos B-52 sur leur vol de dissuasion. Vu qu'ils étaient équipés d'armements nucléaires, on était en priorité 2, et en cas de conflit dans l'espace aérien avec nos aéronefs, nos avions seraient prioritaires. Mais j'ai été très surpris de recevoir un coup de fil à 3h du matin. Le gars à l'autre bout du fil m'a dit que je devais dévier mes 2 bombardiers alors qu'ils étaient au-dessus de l'Atlantique. Je lui ai demandé qui voulait qu'on bouge, et il m'a dit Air Force One. Je n'avais jamais entendu cet indicatif auparavant, et personne à mon unité non plus. Je lui ai demandé qui c'était, et évidemment il m'a dit que c'était le président. Forcément, on a obtempéré. Plus tard, j'ai appris qu'Air Force One emmenait Eisenhower à Paris pour la conférence de 1960 sur l'avenir de Berlin. Ces VC-137 se révéleront si efficaces que, de nouveau, sous l'ère Kennedy, un VC-137 va devenir l'avion présidentiel officiel. Ce sera
le SAM 26000. SAM est l'abréviation de Special Air Mission. Le numéro 26000 est désigné pour devenir l'avion du président des États-Unis. Jackie Kennedy engage le designer et graphiste français Raymond Loewy pour réaliser la livrée, c'est-à-dire la peinture de l'avion. C'est à lui que l'on doit les logos de Shell, des paquets de cigarettes Lucky Strike, de l'intérieur de la station Skylab et du Concorde, ou encore du logo de BP. Les succursales de son entreprise réalisent également les logos des marques des biscuits Lu ou encore Newman. Autant dire que sa création pour Air Force One va sûrement, elle aussi, rester dans l'histoire. Désormais, l'avion du président ne comportera plus d'inscription de l'Air Force, mais United States of America, pour signifier le rôle d'ambassadeur de l'avion. Une grande bande bleue et or court le long du fuselage jusqu'au bout de la dérive, qui arbore un drapeau américain dont les étoiles font face à l'avant de l'avion, ce qui est la règle. En effet, comme c'est le cas ici sur la navette spatiale, ou le bras de ce soldat, ou même un A400M français, la partie gauche du drapeau doit être dans le sens de l'avant, quitte à apparaître inversé, pour donner l'illusion de suivre le vent. Pour finir, le sceau du président des États-Unis est présent sur le nez de l'appareil. Le SAM 26000 fait son premier vol en tant qu'Air Force One en 1962 pour les funérailles d'Eleanor Roosevelt. Même si Kennedy préférera les bons vieux VC-118 utilisés par Eisenhower, le SAM 26000 et son président réaliseront des voyages présidentiels historiques, notamment en 1963, quand Kennedy se rendra en Allemagne et prononcera son célèbre discours « Ich bin ein Berliner ». L'avion transportera également son corps après son assassinat à Dallas. Ce jour-là, juste après l'attentat, le vice-président Johnson est escorté en urgence jusqu'au SAM 26000, mais l'avion ne décolle pas. On décide d'attendre Jackie Kennedy et le corps de son mari, car on ne veut pas que le président décédé ne soit transporté dans un avion cargo banal. On retire des sièges de l'avion pour pouvoir accueillir le corps, et devant la veuve Kennedy, c'est à bord du SAM 26000 que Lyndon Johnson prête serment et devient le nouveau président des États-Unis. Le SAM 26000 continuera d'être l'avion présidentiel par excellence jusqu'à Nixon. Durant son mandat, il sera progressivement remplacé par le SAM 27000, plus récent. Les deux avions seront utilisés par Nixon et l'aménagement restera plus ou moins le même. La seule différence notable sera que les conversations téléphoniques ne seront plus enregistrées, ce qui est plutôt ironique quand on connaît la fin de mandat de Nixon. Après sa démission suite au Watergate, c'est Gerald Ford qui va lui succéder. Le jour de la passation de pouvoir, Richard Nixon quitte la Maison-Blanche le matin à destination de la Californie. Encore président officiellement, l'hélicoptère Army One le conduit sur la base d'Andrews, où il embarque à bord du SAM 27000 qui prend, du coup, l'indicatif Air Force One. Mais lors du vol, à midi pile, c'est l'heure officielle de sa fin de mandat. Les pilotes informent les contrôleurs que désormais, leur indicatif pour le reste du vol ne sera plus Air Force One, mais SAM 27000. Les SAM continueront leur service jusqu'à l'arrivée au pouvoir de George Bush Sr. Le SAM 26000 prendra sa retraite en 1998 et est aujourd'hui exposé au musée de l'Air Force à Dayton. Le 27000 sera retiré du service en 2001 et est aujourd'hui exposé à la Reagan Presidential Library à Simi Valley. C'est sous l'administration Reagan qu'on commence à réfléchir à un nouvel appareil pour remplacer les vieillissants SAM. Pendant un temps, on pense au L-10-11 TriStar de Lockheed et au DC-10 de McDonnell Douglas, mais à Washington, on préférerait un avion quadrimoteur. Un grand plan se met alors en place. 4 747 militarisés, blindés d'électronique et de contre-mesures, sont renommés E4 et sont chargés de transporter les grands décisionnaires militaires et politiques, dont le président, en cas de guerre nucléaire. Ils peuvent être ravitaillés en carburant et emportent une grande quantité de vivres. Ils sont d'ailleurs toujours en service aujourd'hui et prêts à décoller rapidement depuis la base d'Eau-Fourte, dans le Nebraska. 2 autres 747 sont commandés afin de devenir les avions de transport présidentiel, avec un pour le transport réel du président et un en remplacement au cas où. Ce sont les VC-25, encore utilisés aujourd'hui, et qui feront leur premier vol sous l'administration Bush Senior. Et ce sont des avions aussi gigantesques qu'ils sont sécurisés.
D'extérieur, les VC-25 ressemblent à tout autre 747, mis à part une petite bosse sur leur nez. Cette protubérance permet à l'avion d'être ravitaillé en vol, à la manière d'un A-10, par les ravitailleurs. Et le Pentagone estime qu'en cas de guerre totale, il serait possible de maintenir Air Force One en vol indéfiniment. Mais c'est à l'intérieur que l'aménagement diffère de tout autre avion. D'avant en arrière, on trouve la suite présidentielle, les cuisines, une salle de réunion pour le président, une autre pour son staff, une salle pour le Secret Service et des quartiers pour les journalistes. Sur le pont supérieur, la salle de communication et le cockpit. Des détecteurs infrarouges et radars extrêmement sensibles sont placés dans le fuselage, et en cas d'attaque, les pilotes peuvent actionner des chaffs et des flares, des contre-mesures pouvant déjouer les missiles électromagnétiques et thermiques. D'autres contre-mesures sont à bord, comme les AN/ALQ-204 et AN/AAQ-24, qui peuvent détecter et leurrer les missiles infrarouges. Et au passage, petite légende urbaine, dans de nombreux films, Air Force One avait la possibilité d'éjecter une capsule d'urgence pour le président dotée de parachutes. Il faut savoir qu'à la fois les experts et le Pentagone ont toujours nié qu'elle existait. Pour tout le reste de la sécurité à l'intérieur de l'avion, désolé, c'est secret défense. Le plus grand problème du VC-25, c'est l'envergure et la masse de cet avion. Cela limite le nombre d'aéroports où l'avion peut se poser et évoluer. Pour résoudre le problème, 4 C-32, des variantes de Boeing 757, peuvent être utilisées comme Air Force One pour le président ou Air Force 2 pour le vice-président. Dotés également de protections particulières, ils sont moins spacieux mais peuvent se poser sur beaucoup plus de terrain. 3 C-20C sont également disponibles pour le transport de personnel important en cas d'urgence. Tous ces avions sont dotés de contre-mesures militaires en plus de protection contre les impulsions électromagnétiques, un phénomène créé notamment lors d'une explosion nucléaire, et qui a pour particularité de griller absolument tous les systèmes électroniques. Encore plus de secrets entourent ces avions secondaires à Air Force One, mais on sait qu'ils ne sont jamais très loin de l'avion présidentiel, et ce, où qu'il aille. En réalité, Air Force One n'est jamais vraiment seul. On peut parler de Marine One, l'hélicoptère du président piloté par les Marines, qui vole avec 2 autres hélicoptères identiques qui échangent leur place en permanence pour tromper toute personne malveillante, ou encore Navy One, cet indicatif qui n'a été utilisé qu'une seule fois pour transporter le président Bush jusqu'au porte-avions USS Abraham Lincoln en 2003. On peut aussi mentionner les hélicoptères d'escorte du groupe de Marines HMX-1, dotés de MV-22 qui transportent le personnel de soutien et les accompagnants du président, ou encore les C-17 Globemaster III qui transportent les véhicules du cortège présidentiel, dont la légendaire Beast, la limousine surblindée du président. Pour conclure, il faut bien retenir qu'Air Force One ne désigne pas un avion particulier, mais que cet indicatif est donné à tout avion de l'Air Force transportant le président. Il en est de même pour Marine One, Army One ou Navy One selon le corps d'armée auquel appartient l'aéronef. Le VC-25A, qui transporte régulièrement les présidents américains depuis 30 ans, devrait prendre sa retraite dans les prochaines années au profit du VC-25B, un 747-8 construit pour la compagnie russe Transaéro, mais finalement jamais livré aux clients. Ce remplacement est nécessaire car c'est une solution bien moins chère que de rénover et continuer à opérer les vieillissants VC-25A. Mais bien que l'indicatif d'Air Force One ne désigne aucune machine en particulier, ce moyen de transport a contribué à l'histoire non seulement américaine mais mondiale, permettant de relier les dirigeants de ce monde les uns avec les autres et en toute sécurité. J'espère que cette vidéo sur Air Force One vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous procurer le livre qui m'a servi de source, Air Force One, The Aircraft of the Modern US Presidency, dont le lien se trouve dans la description. Cette vidéo a été sponsorisée par Displate. Leurs posters métal sont imprimés de façon vraiment qualitative, avec une finition mate ou brillante, ce qui est très pratique dans mon cas car il me fallait des posters qui ne réfléchissent pas la lumière de mes projecteurs. Plusieurs tailles sont disponibles et les aimants sont fournis pour pouvoir les accrocher au mur en 2 minutes chrono et sans outils nécessaires. Comme vous pouvez le voir, j'ai accroché des Displates dans mes 2 studios, aviation et espace,
mais aussi dans l'open space voisin de mon studio, et ça rend vraiment bien. Avec la promo qui s'affiche sur l'écran, vous pourrez aussi profiter de ces décos de qualité, et si vous allez sur ma propre boutique Displate, vous contribuerez à soutenir mon travail sur YouTube. Mais attention, pour ça, il faudra aller dans le lien qui se trouve dans la description. Donc merci encore à Displate d'avoir sponsorisé la vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!